Mon frère adoptif a simulé un cancer du cerveau pendant des mois parce que j'avais été accepté à l'université, accablant nos parents de 1 000 $ de frais médicaux, mais maintenant son adoption est en train d'être annulée. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'ai besoin de me défouler quelque part parce que personne dans ma famille ne me croit, et je commence à douter de ma propre santé mentale. Mon frère Nelson, 21 ans, sabote ma vie depuis des années, et sa dernière manigance aurait pu me coûter ma future carrière de médecin. J'ai 19 ans, et Nelson a toujours joué l'enfant doré de la famille. Nos parents nous ont adoptés tous les deux quand nous étions petits, moi à 3 ans et lui à 5 ans. Dès le premier jour, Nelson a clairement montré qu'il ne voulait pas d'une petite sœur qui le suivait partout. Quand j'ai gagné le concours d'orthographe de l'école à 10 ans, il a dit qu'il avait de fortes douleurs à l'estomac juste avant qu'on me remette le prix. Nos parents ont dû partir plus tôt pour l'emmener aux urgences, et j'ai dû y aller aussi parce que j'étais encore une enfant. Les médecins ont dit que c'était probablement juste des gaz. Au collège, j'ai commencé à jouer du violon et je suis devenu plutôt doué. Le professeur de musique m'a choisi pour un solo au concert d'hiver. J'ai pratiqué pendant des mois. La veille du concert, Nelson a dit qu'il sentait une pression dans sa poitrine et qu'il avait du mal à respirer. Nous avons dû passer toute la nuit aux urgences avec lui, et je me suis demandé si nous pourrions assister au spectacle. Nous n'y sommes pas allés. Nelson a été diagnostiqué d'anxiété et on lui a donné des exercices de respiration à faire à la maison. Le lycée a apporté de nouveaux défis. Je me suis concentré sur mes notes et j'ai commencé à faire du bénévolat à l'hôpital local. Je savais que je voulais devenir médecin, en partie à cause de tout le temps passé dans les hôpitaux à regarder Nelson se faire examiner pour ses soi-disant maladies. J'ai beaucoup appris sur les symptômes et les procédures médicales rien qu'en observant. J'ai aussi appris à repérer quand quelqu'un exagérait ou inventait. En fin de compte, Nelson m'a donné quelques outils qui pourraient m'être utiles en tant que médecin. Nelson semblait s'être calmé pendant mes années de seconde et de première. Il est entré dans une université correcte et a vécu loin de la maison la plupart du temps. Je pensais qu'il avait peut-être dépassé son besoin de me concurrencer, il était adulte désormais. Mais ce n'était pas le cas. Au printemps dernier, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais depuis des années, j'ai été accepté en école de médecine. Tous ces efforts avaient payé, j'étais plus qu'heureuse. Nos parents étaient ravis et avaient commencé à préparer un dîner de célébration. C'est à ce moment que Nelson a agi. Le lendemain de ma lettre d'acceptation, il est rentré à la maison à l'improviste depuis son université. Il avait l'air affreux, pâle, maigre et épuisé. Il a dit à nos parents qu'il avait caché quelque chose de grave pour ne pas les inquiéter pendant les examens. Il prétendait avoir eu de violents maux de tête, des problèmes de vision et des pertes de mémoire depuis des mois. Il a expliqué qu'il avait finalement consulté le médecin du campus et que celui-ci s'inquiétait d'une possible tumeur au cerveau. Nos parents sont entrés dans une panique totale. Ils ont immédiatement commencé à faire des recherches en ligne sur les tumeurs cérébrales. Nelson en a profité au maximum. Il trébuchait en marchant, disait qu'il ne se souvenait plus de certains mots et plissait les yeux comme si la lumière le gênait. Le dîner de célébration pour mon admission en médecine a été reporté indéfiniment. À la place, notre maison s'est transformée en centre de recherche médicale exclusivement consacré à la prétendue tumeur de Nelson. C'est ce qui m'a rendue suspicieuse dès le départ. Nelson postait encore des photos de soirées étudiantes sur les réseaux sociaux quelques semaines avant de rentrer à la maison. Sur ces photos, il avait l'air parfaitement en bonne santé et heureux. Il dansait, jouait au beer pong et faisait la fête jusqu'à tard avec ses amis. Aucune de ses publications ne mentionnait de maux de tête ou de problèmes de vision. J'ai aussi remarqué que ses symptômes semblaient pires quand nos parents étaient là, mais s'amélioraient dès qu'ils sortaient de la pièce. Quand maman et papa sont allés faire des courses un après-midi, je l'ai observé par l'entrebâillement de sa porte de chambre. Il était assis normalement, utilisant son téléphone sans aucun problème de vision et sans l'air d'avoir de violents maux de tête. Les rendez-vous médicaux ont commencé à s'accumuler. D'abord, Nelson a vu notre médecin de famille, qui l'a orienté vers un neurologue. Le neurologue a prescrit une IRM, qui est revenue normale. Au lieu d'être soulagé, Nelson a affirmé que les symptômes s'aggravaient. Il disait que les maux de tête s'accompagnaient désormais de nausées et de vertiges. Pendant ce temps, mes propres préparatifs pour l'école de médecine sont passés au second plan. Je devais remplir divers formulaires, organiser un logement et assister à un week-end d'orientation. Mais chaque conversation avec nos parents était interrompue par des mises à jour sur l'état de Nelson ou par des appels de cabinets médicaux. Le neurologue a orienté Nelson vers un oncologue pour un second avis. D'autres examens ont été prescrits, prise de sang, une nouvelle IRM avec contraste et quelque chose appelé ponction lombaire. Tous les résultats étaient normaux, mais Nelson insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas. Il s'est mis à rechercher des maladies cérébrales rares sur Internet et à les suggérer aux médecins. Pendant ce temps, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Un jour, il a laissé son ordinateur portable ouvert et j'ai vu son historique de navigation. Il avait énormément recherché les symptômes des tumeurs cérébrales, non pas pour comprendre son état, mais apparemment pour apprendre à mieux les simuler. Il avait cherché des choses comme la durée des maux de tête, les types de troubles de la vision causés par une tumeur au cerveau,
et les symptômes que les médecins examinent lors des bilans neurologiques. J'ai aussi découvert qu'il mentait à ses amis de la fac en leur disant qu'il était toujours sur le campus. Ses réseaux sociaux montraient qu'il était soi-disant encore à l'université en train de suivre des cours d'été, mais en réalité, il était à la maison, allongé et jouant aux malades dès que nos parents étaient dans les parages. J'ai essayé d'en parler à nos parents, mais ils m'ont immédiatement fait taire. Puis quelque chose est arrivé qui a confirmé mes soupçons. J'ai aidé maman à organiser les papiers médicaux de Nelson quand j'ai trouvé un email imprimé dans son dossier. C'était censé venir du centre de santé universitaire, documentant sa plainte initiale de maux de tête et de troubles de la vision, mais l'adresse email était fausse. J'étais déjà allé dans ce centre de santé étudiant lors d'une visite et je me souvenais de leur format d'adresse. Cet email provenait d'une adresse Gmail faite pour paraître officielle. Nelson avait falsifié le document qui avait déclenché toute cette histoire médicale. J'ai imprimé une capture d'écran du véritable site web du centre de santé montrant leurs véritables coordonnées. Je comptais montrer la preuve à nos parents, mais avant que je ne le fasse, Nelson a annoncé que les médecins avaient trouvé quelque chose d'inquiétant dans ses derniers examens. Il a dit qu'il y avait une petite anomalie qui pouvait indiquer une forme rare de cancer du cerveau. Nos parents étaient dévastés. Ils ont commencé à chercher des options de traitement et des centres spécialisés. J'ai annulé mon week-end d'orientation en école de médecine parce qu'ils avaient besoin de moi pour aider à coordonner les soins de Nelson. C'est là que j'ai compris que je devais faire quelque chose de radical. Je ne pouvais pas laisser Nelson détruire mon avenir en plus de la tranquillité de tout le monde. J'ai décidé de mener ma propre enquête pour réunir des preuves irréfutables de sa tromperie. J'ai commencé par appeler directement le centre de santé de son université. J'ai fait semblant d'appeler pour mes propres dossiers médicaux et j'ai demandé de façon décontractée leur format d'email et leur procédure de rendez-vous. Le personnel a confirmé qu'il n'envoyait jamais d'informations médicales via Gmail et que toutes les communications officielles provenaient de leur domaine universitaire. Ensuite, j'ai installé une caméra cachée dans le salon, là où Nelson passait souvent du temps, prétendant être trop malade pour bouger. Pendant 3 jours, j'ai enregistré des heures d'images montrant qu'il se levait normalement, marchait sans difficulté et utilisait son téléphone pendant de longues périodes sans aucun problème de vision. J'ai aussi suivi son activité en ligne grâce à l'historique du navigateur sur l'ordinateur familial. Au moment où il disait avoir de graves symptômes, il était en réalité en train de jouer en ligne, de regarder des vidéos et de discuter avec des amis. La pièce finale du puzzle est venue de sa propre négligence. Un soir, il a laissé son téléphone déverrouillé pendant qu'il prenait sa douche. J'ai trouvé des messages entre lui et son colocataire de fac où il se vantait d'avoir esquivé les cours d'été en faisant semblant d'être malade. Il écrivait que nos parents payaient pour des examens médicaux coûteux et qu'il profitait de l'attention et de la compassion. J'avais maintenant la preuve concrète que Nelson simulait toute sa crise médicale. Mais je sais que nos parents ne voudront pas y croire. Ils ont investi tellement de temps, d'argent et d'énergie émotionnelle dans sa prétendue maladie qu'admettre qu'ils ont été trompés serait dévastateur. Mais je suis fatigué qu'ils fassent tout ça par jalousie, pour attirer l'attention, ou peu importe ce qui le motive. Je suis fatigué de lui et de nos parents qui courent derrière chaque mensonge qu'il invente. Je vais tout leur montrer, mais j'ai besoin de plus d'idées pour que nos parents voient vraiment qui est Nelson et arrêtent de tomber dans ces mensonges encore et encore. Mise à jour 1. J'ai passé 2 jours à organiser toutes les preuves et j'ai demandé à nos parents de s'asseoir pour une conversation sérieuse. Je leur ai dit que j'avais des informations importantes sur la situation médicale de Nelson qu'ils devaient voir. Maman s'est immédiatement mise sur la défensive et a dit qu'elle ne voulait pas entendre encore mes théories selon lesquelles Nelson faisait semblant. Papa était plus disposé à écouter, peut-être parce que l'accumulation des factures lui importait davantage. J'ai commencé par leur montrer l'email falsifié du centre de santé universitaire. La première réaction de maman a été de dire que Nelson avait peut-être simplement noté la mauvaise adresse ou que le centre avait plusieurs moyens de contact. Puis je leur ai montré les messages. C'étaient les propres mots de Nelson, se vantant de tromper les médecins et de profiter de l'attention. Les vidéos de la caméra cachée ont été la preuve qui les a finalement convaincus. Voir Nelson bouger normalement, utiliser son téléphone sans problème de vision et sans aucun signe des soi-disant violents maux de tête était une preuve indéniable qu'il mentait. Papa s'est levé et a quitté la pièce sans dire un mot. Maman a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne pouvait pas croire que Nelson ferait une chose pareille. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il leur avait fait subir autant d'inquiétudes et de dépenses. Nous avons décidé de confronter Nelson ensemble le soir même. Quand il est descendu dîner, toujours en train de faire semblant d'être faible et de se tenir la tête comme s'il avait mal, nos parents l'ont assis et lui ont montré les preuves. Nelson s'est énervé et m'a accusé de l'espionner et de violer sa vie privée. Il a dit que j'étais jalouse de l'attention qu'il recevait et que j'étais allé trop loin pour le discréditer. Il a essayé de justifier chaque élément de preuve. Il a affirmé que le faux email était un malentendu, que ces messages avaient été sortis de leur contexte, et que la vidéo montrait seulement de brefs moments où ses symptômes n'étaient pas aussi graves. Mais nos parents ne le croyaient plus. Papa a exigé qu'il dise la vérité sur sa santé. Quand Nelson a continué à insister sur le fait qu'il était malade, maman a perdu patience. Elle a commencé à crier au sujet de tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour les examens médicaux,
de toute l'inquiétude qu'ils avaient endurée et de tous les spécialistes dont le temps avait été gaspillé pour lui. C'est alors que Nelson a finalement admis qu'il avait tout inventé. Mais son aveu a empiré les choses. Il a dit qu'il avait commencé tout cela parce qu'il était jaloux de mon admission en école de médecine et de toutes les félicitations que je recevais. Il affirmait qu'il souffrait de devoir se comparer à moi puisque je réussissais toujours sur le plan scolaire. Il a ajouté que, même si nous étions tous les deux adoptés, il m'avait toujours favorisé parce que je le ressemblais davantage et que j'étais plus facile à élever. Nos parents ont été dévastés par cette accusation. Ils ont essayé d'expliquer qu'ils ne nous avaient jamais traités différemment à cause de l'adoption, mais Nelson ne voulait rien entendre. Il a dit que des années à me voir recevoir des éloges pour mes réussites, alors qu'il peinait à l'école, avaient abîmé son estime de lui-même. La conversation a dégénéré en une énorme dispute où tout le monde criait. Nelson a accusé nos parents de négligence affective. Nos parents l'ont accusé de manipulation et de mensonge. Et moi, je me suis retrouvé coincé au milieu, avec des accusations qui fusaient dans tous les sens. Le pire, c'est quand Nelson a dirigé sa colère contre moi. Il m'a accusé de faire du bénévolat à l'hôpital juste pour la façade, et non parce que je voulais réellement aider les gens. La confrontation s'est terminée avec Nelson quittant la maison en trombe. Il a dit qu'il retournait à l'université et ne voulait plus jamais nous voir. Nos parents sont restés assis à la table de la cuisine, épuisés et le cœur brisé. Au cours des jours suivants, nous avons essayé d'assimiler ce qui s'était passé. Nos parents se sont excusés auprès de moi de ne pas m'avoir cru plus tôt et d'avoir laissé la fausse maladie de Nelson éclipser mon admission en médecine. Ils ont dit qu'ils avaient eu tellement peur de le perdre qu'ils avaient ignoré les signaux d'alerte que j'essayais de leur montrer. Pendant ce temps, Nelson était retourné dans sa ville universitaire, mais pas pour suivre les cours d'été qu'il prétendait au départ. En réalité, il avait emménagé chez des amis et passait apparemment son temps à faire la fête et à éviter tout contact avec notre famille. J'ai finalement réussi à assister à une séance d'orientation de rattrapage à l'école de médecine, mais toute l'expérience a été éclipsée par le drame familial. Mes camarades étaient enthousiastes et optimistes à l'idée de commencer la formation médicale, tandis que j'étais encore bloqué à ressasser ce qui s'était passé. L'impact financier sur notre famille a été considérable. Nos parents avaient dépensé 1 000 $ pour des examens médicaux, des rendez-vous chez des spécialistes et des procédures dont Nelson n'avait pas besoin. Pire encore, nous avons découvert que Nelson avait menti sur d'autres choses aussi. Nos parents ont appris qu'il avait échoué à plusieurs cours à l'université et qu'il était en probation académique. Les cours d'été qu'il prétendait suivre n'existaient pas. Il avait utilisé sa fausse maladie comme excuse pour éviter d'affronter ses problèmes scolaires. Ils ont également appris qu'il avait emprunté de l'argent à des proches en leur racontant qu'il avait une tumeur au cerveau. Plusieurs tantes et oncles avaient envoyé de l'argent pour couvrir des frais médicaux complètement fictifs. Au moment où j'écris cette mise à jour, cela fait 3 semaines depuis la confrontation et Nelson n'a toujours pas contacté notre famille. Nos parents ont essayé d'appeler, mais il ne répond ni aux appels ni aux messages. Je commence l'école de médecine la semaine prochaine, mais au lieu d'être excité par ce nouveau chapitre de ma vie, c'est uniquement du drame. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Nelson, ni si notre famille pourra un jour se remettre complètement de cette trahison, surtout sur le plan financier. À ce stade, je pense que mes parents devraient demander des comptes à Nelson d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas s'ils en seront capables. Mise à jour 2. Je suis en école de médecine depuis 6 mois, et même si je réussis bien sur le plan académique, le drame familial continue. Environ 1 mois après mon dernier poste, Nelson a enfin contacté nos parents. Mais au lieu de s'excuser ou d'essayer de réparer les choses, il a appelé pour dire qu'il était à l'hôpital. Il aurait eu de fortes douleurs abdominales et se serait rendu aux urgences près de son université. Apparemment, les médecins auraient trouvé des signes d'appendicite et se préparaient à l'opérer. La personne qui a prétendument appelé depuis l'hôpital parlait au nom de Nelson et disait qu'il voulait qu'il vienne le voir. Nos parents étaient partagés entre l'envie de le soutenir s'il était réellement malade et la peur que ce soit encore une manipulation. Ils m'ont appelé à l'école pour me demander ce que je pensais qu'il devait faire. Je leur ai dit que je ne pouvais pas savoir avec certitude s'il mentait cette fois, ce qui était probable, mais que, s'il décidait d'aller le voir, il ne devait rien payer. Maman et papa ont conduit 4 heures jusqu'à la ville universitaire de Nelson et sont allés directement à l'hôpital. En arrivant, ils ont découvert que Nelson n'était pas enregistré comme patient. Le personnel des urgences n'avait aucune trace de quelqu'un portant son nom ayant été traité pour une appendicite ou quoi que ce soit d'autre. Nos parents ont passé les heures suivantes à essayer de le retrouver. Ils ont appelé ses amis, vérifié son appartement et même contacté la sécurité du campus. Finalement, un de ses colocataires a avoué que Nelson lui avait demandé de passer l'appel en prétendant venir de l'hôpital. Ils l'ont retrouvé dans un bar local, parfaitement en bonne santé et apparemment surpris que nos parents aient fait la route pour vérifier. Quand ils l'ont confronté, il a prétendu que ce n'était qu'une blague pour voir s'il se souciait encore de lui après tout ce qui s'était passé. Cette deuxième tromperie a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour nos parents. Papa a dit à Nelson qu'il lui coupait tout soutien financier, y compris les frais de scolarité et de logement.
Maman lui a dit qu'elle ne pouvait plus faire confiance à rien de ce qu'il disait et qu'il devait obtenir une aide professionnelle s'il voulait avoir une relation avec la famille à l'avenir. La réaction de Nelson a été de dire que nos parents exagéraient et que ce n'était qu'une blague, rien à prendre aussi sérieusement. La confrontation s'est terminée avec le personnel du bar demandant à Nelson de partir parce qu'il faisait une scène. Nos parents ont repris la route le soir même, et maman a pleuré pendant la majeure partie du trajet. Quand ils sont rentrés, ils m'ont confié quelque chose qui expliquait beaucoup sur le comportement de Nelson. Ils m'ont raconté que ses parents biologiques l'avaient abandonné à l'âge de 4 ans, le laissant chez un parent et ne revenant jamais. Il avait passé presque un an en famille d'accueil avant que nos parents ne l'adoptent. Ils ont dit que l'assistante sociale les avait prévenus que Nelson pourrait avoir des problèmes d'attachement et une peur de l'abandon, mais ils pensaient que leur amour et leur stabilité l'aideraient à surmonter ce traumatisme. Ils se demandaient si son habitude d'inventer des urgences médicales n'était pas sa manière de tester s'ils allaient, eux aussi, l'abandonner. Cela peut me faire voir Nelson différemment, mais ça n'excuse pas les dégâts qu'il a causés. Comprendre pourquoi quelqu'un agit de manière destructrice ne rend pas cette destruction moins réelle. Pendant ce temps, les conséquences financières des mensonges de Nelson s'accumulaient. Nos parents ont dû contracter un prêt pour couvrir les frais médicaux liés à la fausse histoire de tumeur au cerveau. Ils ont également perdu de l'argent dans les dépôts non remboursables pour les cours d'été inexistants. Pire encore, certains parents auxquels Nelson avait emprunté de l'argent ont commencé à exiger le remboursement. Quand ils ont appris que la tumeur cérébrale était fausse, ils ont immédiatement voulu récupérer leur argent. Le stress affectait la santé et la relation de nos parents. Maman a commencé à avoir du mal à dormir et a perdu du poids à force de s'inquiéter. Papa n'allait pas beaucoup mieux. Ils se sont mis à se disputer sur la façon de gérer Nelson et sur la question de savoir s'ils étaient d'une certaine manière responsables de son comportement. Pendant les vacances d'automne, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé que l'atmosphère avait complètement changé. La maison était tendue et triste. Ils m'ont posé des questions sur mes cours et ont essayé de montrer de l'intérêt pour mes études de médecine, mais je voyais bien qu'ils étaient préoccupés, inquiets pour Nelson. J'ai aussi découvert que Nelson avait contacté d'autres membres de la famille avec de nouvelles versions de son histoire. Chaque nouveau mensonge obligeait nos parents à faire de la gestion de crise. Le pire, c'est que Nelson semblait empirer au lieu de s'améliorer. Ces mensonges devenaient plus élaborés et désespérés. La situation a atteint son paroxysme quand Nelson a appelé nos parents un soir en disant qu'il envisageait de se faire du mal. Il affirmait qu'il ne pouvait pas vivre avec la douleur d'être rejeté par sa famille et qu'il préférait mettre fin à ses jours plutôt que de continuer à souffrir. Nos parents étaient terrifiés et ont immédiatement appelé les services d'urgence dans la ville de Nelson. La police et les ambulanciers se sont rendus à son appartement pour une vérification de sécurité. Ils ont trouvé Nelson à une fête, apparemment en train de s'amuser avec des amis. Quand on lui a demandé au sujet de ses menaces de suicide, il a répondu que c'était un malentendu. Cet incident a convaincu nos parents que Nelson avait besoin d'une intervention professionnelle, mais ils n'étaient plus en position de l'aider à l'obtenir. Ils avaient déjà dépensé tellement d'argent pour gérer les conséquences de ces mensonges qu'ils ne pouvaient pas se permettre un traitement privé. Ils ont essayé de le mettre en relation avec des services de santé mentale via son université, mais Nelson a refusé de coopérer. Il affirmait qu'il n'avait pas besoin d'aide et que le problème ne venait pas de lui, mais de notre famille. Au moment où j'écris cette mise à jour, cela fait 3 semaines que Nelson n'a pas contacté la famille. Nous ne savons pas où il vit ni comment il subvient à ses besoins. Mise à jour 3. Mes parents hésitent sur la marche à suivre concernant mon frère, mais moi, non. Ce qu'il a fait m'a touché directement. Le point de bascule est survenu il y a 3 mois, quand Nelson a pris une décision qui a franchi une ligne que je ne peux pas pardonner. Il a contacté directement l'administration de mon école de médecine pour essayer de me faire renvoyer. Dans sa plainte, Nelson prétendait que j'avais été admise en faculté de médecine de manière frauduleuse, en particulier en mentant sur mon bénévolat et en exagérant mes expériences. Il suggérait que l'école devrait examiner attentivement mon parcours avant de m'autoriser à continuer le programme. L'administration a pris sa plainte au sérieux, comme il se doit. Ils m'ont convoqué à une réunion et m'ont présenté les accusations de Nelson. J'ai dû fournir des preuves supplémentaires, ce qui a empiété sur mon temps d'études, pour démontrer que toutes les informations de ma candidature étaient véridiques. J'étais choqué par le niveau de détail et de sophistication de ces mensonges. Heureusement, j'avais appris de nos expériences précédentes avec sa malhonnêteté. De la même manière que j'avais gardé des copies de toutes les preuves concernant sa fausse tumeur au cerveau, y compris les textos où il admettait avoir menti et se vantait d'avoir dupé notre famille, il ne m'a pas été facile de me discréditer non plus. L'enquête de l'école a duré 2 semaines. Ce furent les 2 semaines les plus stressantes de ma vie. J'ai décidé de le poursuivre en justice. Nos parents ont soutenu ma décision, même si c'était difficile pour eux. Eux aussi avaient atteint leurs limites face au comportement de Nelson, surtout après avoir appris sa tentative de saboter mes études de médecine. C'est pourquoi ils le poursuivent eux aussi pour toutes les dépenses qu'ils ont engagées à cause de ces manigances. Heureusement, mes notes sont excellentes et j'ai de bonnes relations avec mes camarades et mes professeurs. Donc sa tentative de m'attaquer n'a pas eu les conséquences qu'il espérait. Mais malgré tout,
Je ne veux pas me retrouver à m'inquiéter de lui la prochaine fois qu'il aura l'une de ces grandes idées. Quant à mes parents, je suis contente qu'ils aient enfin décidé d'engager une action en justice. S'il continue à inventer ce genre de manigance sans que personne ne l'arrête, il recommencera, parce que pour lui ce n'est que des rires, alors que mes parents s'enfoncent dans les dettes. Donc, malgré ces 2 semaines d'angoisse à devoir gérer tout cela, au moins mes parents ont décidé d'agir. Ce n'est pas l'idéal, ils auraient dû le faire depuis longtemps, mais c'est mieux que rien. Mise à jour 4. Parmi toutes les choses que j'ai à raconter sur Nelson, celle qui m'a le plus choqué est que mes parents ont demandé l'annulation de son adoption. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin, mais ils ont déposé une requête en ce sens sur la base de sa fraude, et un juge l'a approuvé, considérant qu'il s'agissait d'un cas extrême où il ne voulait plus être lié légalement à lui. Sur le plan légal, cela n'a pas de grandes conséquences, car un testament peut de toute façon être modifié pour ne rien lui laisser. Et comme il est adulte, ce n'est pas comme si mes parents étaient encore responsables de lui. Cependant, ils avaient trop enduré et même leur mariage en souffrait. Après des mois de thérapie, ils ont décidé de franchir ce pas. Je ne sais pas trop ce que je ressens, parce que même s'il n'est plus légalement mon frère, je ne le considérais plus comme tel depuis longtemps. Quant à ma plainte, j'ai réussi à obtenir que Nelson soit condamné à me verser plus de 5 000 $ en compensation pour sa tentative de me nuire. Les études de médecine coûtent cher et ce montant ne couvre même pas un mois, mais au moins j'ai un document qui atteste que j'ai gagné un procès contre mon ex-frère, ce qui, je pense, sera utile à l'avenir s'il essaie de s'en prendre à moi à nouveau. Je ne pense pas qu'il le fera, puisqu'il ne fait plus partie de la famille, mais je ne vais pas m'en plaindre. En plus, gagner ce procès contre lui après tout ce qu'il a fait est extrêmement symbolique. Je crois que cela me rend encore plus heureuse que l'argent lui-même. Pour ce qui est de mes parents, c'est une autre histoire. Je ne sais pas combien d'argent ils ont perdu à cause de Nelson, mais leur procès leur a permis de récupérer près de 40 000 $. De l'argent qu'il n'a pas et qu'il devra rembourser par versement. Mes parents en sont contents, même si je ne sais pas si cela couvre toutes les dépenses ou si c'est simplement plus que ce qu'ils espéraient récupérer. Ils m'ont dit qu'ils voulaient utiliser cet argent pour m'aider à payer mes études. J'ai une bourse partielle qui couvre une petite partie, et il y a aussi des prêts qu'ils ont co-signés, qui ont été affectés par les retards causés par la fausse maladie de Nelson. Je ne sais pas s'ils font cela par culpabilité ou parce qu'ils veulent vraiment m'aider, mais dans tous les cas je leur en suis reconnaissante, car tout étudiant en médecine sait à quel point cela peut coûter cher. Je ne sais pas grand-chose de Nelson. J'ai évité tout contact avec lui, et mes parents aussi. Le seul lien sera lié au remboursement de sa dette. Pour autant que nous sachions, il a abandonné l'université une fois que mes parents ont cessé de l'aider. Il avait aussi quelques prêts étudiants, mais c'est tout ce que nous savons. Pour être honnête, moins j'en sais sur lui, mieux je me porte. Parfois, je me dis que son cancer du cerveau était peut-être réel, parce que c'est la seule chose qui explique son comportement.